souligner le fait que ce qui est en jeu là dans nos rencontres, c'est l'élaboration d'un savoir. Et pour le préciser, je reprenais la façon dont Lacan parle en 1973 dans ce qui est appelé télévision, la façon dont il parlait du fait que c'était donc au nom du regard porté sur lui, au nom des regards portés sur lui, qu'il prenait la parole. C'est-à-dire que ce n'était pas répondre au regard, mais au nom d'eux. Alors, je ne savais pas encore, et j'en ai parlé il y a 2 jours à Paris, je ne savais pas encore qu'en fait, ce qui était en jeu dans ce que j'énonçais alors, c'était le fait que, et c'est apparu en fait il y a quelques jours, ce qui est le ressort, je dirais, de chacun d'entre nous, ça n'est pas tant d'apprendre, c'est-à-dire de prendre un savoir, que d'ailleurs on nous demande de recevoir comme venant d'un intermédiaire, que de jouir du savoir. Alors, je voudrais un peu essayer d'aborder cette question-là, qui était évidemment tout à fait proche et qui permet d'appréhender un peu plus facilement, ou plus exactement, un peu plus proche ce qui nous anime, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une image. Pour autant qu'une image n'est pas, évidemment, même si ça peut apparaître comme tel, n'est pas la visibilité que l'on voit. Alors, dans cette façon d'aborder les choses, je vais repartir un peu de ce que je disais il y a 4 semaines, c'est-à-dire de la dimension de l'œil et du regard, pour essayer de préciser ce que l'on peut entendre, parce qu'il s'agit d'entendre et de répondre. Et vous voyez que même si la langue française, dans ce que je viens de dire, nous transmet qu'il ne s'agit pas forcément d'entendre avec ses oreilles, on voit bien qu'il y a quelque chose qui peut être transmis par la langue comme dépassant évidemment ce qui est habituellement défini comme un territoire particulier lié au sens des mots. Alors, nous connaissons parce que nous l'avons appris, c'est le cas de le dire, nous connaissons essentiellement 2 types de substances. La substance pensante, c'est-à-dire tout le champ de la pensée, plus ou moins développé, plus ou moins dialectique, on va dire,
et qui est développé par un penseur. La question étant celle de savoir dans quelle mesure il y a identité, en quelque sorte, entre le pensé et la pensée. Et nous savons, ça c'est l'expérience du transfert, que ce qui est important, c'est le moment où la pensée défaille. Autrement dit, si nous avons cette substance pensante dans laquelle nous pouvons développer toutes sortes de relations, toutes sortes de manipulations, toutes sortes d'idées pour agir sur les autres, toutes sortes de communications, quelle qu'elle soit. Cette substance pensante vient en quelque sorte s'appuyer sur la substance étendue, c'est-à-dire l'espace, et nous avons la possibilité, de par nos facultés, qui sont dont les limites, les facultés visuelles, dont les limites sont épaulées par un développement technique, d'appareillage, nous avons la possibilité de définir une substance étendue, c'est-à-dire un espace. Et habituellement, la pensée, la conscience, on peut même dire que c'est même pas habituellement, mais nous sommes dans un univers qui prend compte ces deux dimensions, essentiellement. Alors, dès que je dis le jouir, je substantifie un infinitif, le jouir, et donc je suppose qu'il y a une autre substance, même si je ne sais pas que je le dis, je suppose qu'il y a une autre substance qui, elle, par contre, ne peut pas s'apprendre à l'école, ne peut s'apprendre nulle part, et qui est ce qui est transmis par le langage. Toute la question est celle de savoir un peu de quel type de savoir est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire jouir du savoir. Autrement dit, substance pensante, substance étendue, et il y a une autre substance, enfin là je reprends un peu la façon dont Jacques Lacan définit ces données dans le séminaire encore, tout au début du séminaire. Donc c'est au moment où il va développer toute la dimension, entre autres à ce moment-là, il va reprendre à nouveau toutes ces dimensions de la jouissance. Cette substantification, cette substance, et vous voyez que ceux qui connaissent un peu la religion chrétienne, on a toujours ça, vous savez qu'il y a la question de la transsubstantiation. Les mots comme ça qui sont importants, alors je ne vais pas en dire plus pour le moment, mais cette substance jouissante, en quelque sorte, est habituellement censurée, c'est-à-dire que nous avons une façon de penser la jouissance qui retombe dans la substance pensante, voire dans la substance étendue, particulière, mais la substance jouissante est quelque chose d'autre. Alors, ce jouir nous amène, bien sûr, à un jouir du corps. Et ce qui complique les choses, c'est que le jouir du corps en question n'est pas le corps que l'on voit. Puisque le corps que l'on voit, c'est celui qui est dans la substance pensante et dans la substance étendue, par définition. Donc vous voyez que tout le champ aussi
microscopique qui soit, par exemple de la médecine, reste dans la substance étendue et ne prend pas en compte cette dimension du jouir. Sauf sur un mode, j'insiste, sur un mode de pensée, c'est-à-dire que on ne prend pas en compte le fait que il y a, alors, pour arriver à préciser, on est amené à prendre des références lacaniennes, il y a un réel de la jouissance, et ce réel, comme tout réel de la jouissance, avec Lacan, c'est quelque chose d'insaisissable. Et que les choses se compliquent beaucoup. La pensée sert à prendre, à comprendre, à saisir, à développer des idées. Ces idées se développent concernant ou à propos de quelque chose, d'un objet qui est dans l'espace. Tout ça, c'est plus ou moins compliqué, on va y arriver plus ou moins facilement. Et puis, il y a un autre monde, on va dire, qui est en fait censuré radicalement. Et ce monde censuré est en fait ce qui est au cœur du langage, mais, et c'est là que ça se complique, évidemment, parce que ça ne peut pas être aussi simple que ça, il y a autre chose au cœur du langage qui est ce que l'on appelle depuis toujours, la dimension de la loi, avec un grand Allah, et puis un grand et la loi, et ça fait penser, bien sûr, entre autres, à la loi telle qu'elle est donnée à Moïse, aux 10 commandements, à la loi d'interdiction de l'inceste, qui en fait est l'ensemble des 10 commandements, puisqu'il n'y a pas une loi qui est l'interdiction de l'inceste. Est-ce que la psychanalyse apporte en plus? Ce que Freud a découvert, je dirais timidement, c'est qu'il y a une loi. La loi, en fait, c'est la loi de la castration. Mais évidemment, ce n'est pas la castration telle qu'elle est dite habituellement dans la substance pensante, c'est-à-dire une sorte de mutilation. Vous voyez qu'on a un certain nombre d'éléments là concernant la façon dont il est possible de se repérer la jouissance, la loi, la castration. Alors on pourrait rajouter la dimension de l'autre grand A, et puis un certain nombre de ce qu'on appelle d'algorithmes lacaniens. Bon. Alors tout ça va me permettre, je vous dis tout ça parce que ça va me permettre de revenir un peu sur ce que je disais il y a 4 semaines ici, c'est-à-dire sur le passage, le pas, que justement recouvre on pourrait dire la pensure, c'est-à-dire cette pensée qui censure, la pensure, ce pas qui est recouvert habituellement, dès que nous parlons, on pourrait dire que ce qui nous fait tenir, c'est le fait que nous parlons avec cette censure jusqu'au moment où tout à coup, cette censure peut soudainement ne plus tout à fait bien tenir, et c'est ça qui est attendu. Et pour qu'elle ne tienne plus, vous voyez que ça suppose que la pensée défaille. Il y a une certaine logique quand même dans le fonctionnement. Autrement dit, quand je parle, ce qui est attendu, c'est évidemment pas du tout sans le savoir, c'est pas spécialement, pas du tout, c'est peut-être un peu excessif, c'est pas spécialement d'arriver à décrire tout ce qu'on veut décrire, hein, puisque là on reste dans le déploiement dans l'espace de la pensée, hein, substance pensante, substance étendue, mais c'est le fait que soudainement cette autre substance, celle du jouir, et la richesse de la langue française est telle que
ce jouir peut s'écrire J-O-U-I-R ou J'-O-U-I-R, et en disant le même mot, on pourrait dire même en faisant une faute d'orthographe, et c'est justement une faute tout à fait intéressante, vous voyez que on dit complètement autre chose. Donc, je parlais, si je me souviens un peu, il y a 4 semaines, de cette expérience dont parle Lacan quand il est jeune étudiant et qu'il va en Bretagne, et qu'il se promène avec des pêcheurs, et que à un certain moment, il est assez surpris. Il est assez surpris parce qu'un des pêcheurs qu'il connaît, sans plus, il sait bien qu'il n'est pas tout à fait du même monde, on pourrait dire. Vous allez voir là, parce que ce que je veux dire par là, c'est important, que les pêcheurs, et il est assez surpris qu'au moment où une boîte de conserve qui se promène qui flotte, on pourrait dire, il est assez surpris de l'interpellation à son endroit de Petit Louis, ou Petit Jean, je crois que c'est Petit Louis, Petit Jean, enfin c'est pas le problème, qui lui dit: tu vois cette boîte, tu la vois, elle ne te voit pas. Et en fait, ça peut paraître banal, il y a quelque chose qui est en fait, sur ces quelques mots, il y a quelque chose justement de se jouir du savoir qui est en jeu. C'est ça que je voudrais un petit peu développer, parce que on pourrait dire que c'est d'une évidence, et pourtant, voilà, c'est là que tout commence. Le récepteur qui est Lacan, à ce moment-là, entend quelque chose, comme il le dit, entre les lignes, quelque chose que il ne peut pas, évidemment, comme chacun d'entre nous, au moment où ça apparaît, il ne peut pas en dire beaucoup plus que d'être dans une certaine étrangeté, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose effectivement dans ce qui vient d'être dit et dans ce qu'il a entendu qui l'arrête. Tout commence toujours par le fait qu'on est arrêté, c'est-à-dire que la pensée, la substance pensante et la substance étendue nous interpellent. Alors, on pourrait dire que ceci, alors est-ce que c'est comme ça pour Petit Louis peut-être, mais enfin c'est pas pour l'être parlant habituellement, qui sont dans ce champ, ou qui pensent que la réalité c'est ce champ-là, et c'est là qu'on voit bien que la réalité c'est ce qu'on appelle le fantasme, eh bien, il y a quelque chose de tout à fait simple, que vous allez retrouver si vous allez chez un ophtalmo, si vous allez chercher des lunettes, dans toute... Et cette chose, c'est que il y a une théorie tout à fait vraie, tout à fait juste, qui part du fait que la rétine est impressionnée par quelque chose, et que ce qui impressionne la rétine, c'est ce que l'on voit, c'est-à-dire l'objet. Avec des relais dans le cerveau, il y a toute une description comme ça, anatomo-physiologique importante. Or, cette remarque de Petit Louis interroge ça. Pourquoi ça l'interroge? Parce que celui à qui il parle, lui, reçoit ça de façon étrange. Pas étrangère, étrange. Et surtout, ne répond pas, comme on pourrait le faire, tu dis n'importe quoi. Ou alors c'est vraiment n'importe quoi qu'il dit, mais en sachant que l'important c'est le n'importe quoi. Vous savez tous qu'il y a rien de plus difficile que de dire n'importe quoi.
Parce que c'est ça. Hein. C'est-à-dire que c'est ça l'enjeu. Donc, à ce moment-là, vous avez donc le savoir qui est apprendre, qui est appris, qui est donc tout le savoir anatomophysiologique. Alors on peut d'ailleurs se demander, ceux qui ont du mal avec ce type de savoir-là, si ce qui ne les intéresse pas, c'est justement pas jouir du savoir dont on va parler. Mais ça, ils ne le savent pas vraiment. Ce serait une piste qui serait certainement plus intéressante que ce que vient de nous raconter notre cher président au niveau de l'apprentissage de la lecture et tout, etc. Parce que quand même, il ne faut quand même pas exagérer. Alors, il ne suffit pas d'annoncer quelque chose pour que magiquement ça se transforme. Il s'agit effectivement pour chacun d'entre nous, à un moment, de pouvoir accéder à se jouir du savoir. Voilà le problème. Et là, on pourrait dire que chacun d'entre nous est interpellé par le fait que, je pense que chacun d'entre vous, moi le premier, à un moment dans ses études, a été arrêté par quelque chose. Il le comprenait intellectuellement, puis ça ne marchait pas. Il ne pouvait pas en faire quelque chose. C'est ça qui est intéressant. C'est de comprendre les trucs intellectuellement, c'est-à-dire arriver à saisir ce qui est en jeu, et puis ça ne parle pas, comme on dit. Il y a quelque chose qui fait qu'on est dans ce que Freud appelle la fin de la science des rêves, dans un Ebenbild, dans une image fixe. C'est-à-dire que ce n'est pas une image du tout. C'est-à-dire que, comme il le dit, l'avenir est à l'image fixe du passé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'avenir. On est toujours dans un temps particulier, qui est ce temps, cet espace de la substance pensante et de la substance étendue. Alors je reviens à ce moment particulier, en soulignant bien ce que va dire après Lacan, parce que Lacan va s'interroger, non pas sur Petit Louis, c'est pas ça la question, c'est qu'est-ce qui fait que lui, il a été, pendant un temps, soudain, on appelle la contingence, il a été arrêté de telle façon qu'un certain savoir était en jeu, il ne pouvait pas le dire, il ne pouvait pas savoir de quoi il s'agit, et c'est seulement après qu'il va pouvoir en dire quelque chose, et notamment quand il en parle dans son séminaire, c'est pas à n'importe quel moment, c'est au moment où il vient d'être, comme il dit, négocié par la communauté psychanalytique internationale, c'est en 1963, et où donc les collègues psychanalystes, non seulement de France, mais je dirais de les psychanalystes qui ont une influence importante au niveau international, et notamment des Américains, ce qu'on appelle dans cette structure qui s'appelle l'IPA, Institution Psychoanalytic Analyse. Donc, c'est à ce moment précis, au moment où il est négocié, ça c'est jamais suffisamment dit, mais je pense que c'est très important, c'est-à-dire qu'il a été en garde à vue, et qu'il a été sous un regard terrible, que dans son séminaire, à la première leçon, il introduit la dimension du regard. Et il pose un certain nombre de questions sur la pratique analytique qui est tout à fait importante, notamment en se posant la question du rituel, à savoir, est-ce que, dans quelle mesure la pratique peut être autre chose qu'une pratique religieuse, au sens d'un rituel, la durée des séances, etc. Il faut bien des rituels, mais jusqu'à un certain temps, parce que le rituel, vous vous en rendez bien compte, nous confine dans la substance pensante et la substance étendue, évidemment. C'est fait pour. On peut se demander si c'est pas fait pour ça. Bon. Alors, donc, dans ce temps particulier, ce que l'analysant Lacan trouve, c'est que, en fait, s'il a été interrogé à ce moment-là, interpellé, interrogé, c'est parce que, comme il va le dire, comme il le dit, il faisait tâche dans le tableau. C'est-à-dire que
en fait, étant avec ces gens, comme il dit, de conditions modestes, il a entendu quelque chose qu'eux-mêmes ne pouvaient peut-être pas entendre, mais le fait qu'il ait pu entendre quelque chose signifiait en quelque sorte qu'il faisait tâche dans le tableau. Et c'est pas du tout qu'il n'était pas du même monde. Ça, c'est le penseur qui disait ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire, faire tâche? Ça veut dire qu'au moment où ceci est dit, et là on est bien sûr au niveau du discours, on n'est pas dans la phénoménologie, hein, quand je dis fait tâche, c'est pas la phénoménologie, c'est pas une expérience comme ça, qu'on appelle un peu trop rapidement subjective, du vécu comme on dit. Au moment où il entend ça, en fait, il entend quelque chose de tout à fait particulier, et il l'entend parce que il est dans une certaine position par rapport au discours, pas par rapport aux autres, par rapport au discours. C'est-à-dire, il y a un renversement. Je vais essayer de le dire. Jusque-là, comme les amis avec qui il était, et d'autres, il était dans la dimension où il pouvait voir ce qu'il pouvait voir, avec, bien sûr, la physiologie de l'œil, un certain nombre de choses, comme nous tous. Et à un moment, au moment où il y a ce chatoiement, cet éclat sur la boîte de sardines qui apparaît, et que cet éclat est en quelque sorte interprété, c'est ça l'interprétation. L'interprétation, ça ouvre à tous les sens, c'est pas une interprétation qui fixe dans un sens. Au moment où Petit Louis lui dit cette phrase, eh bien, lui, à ce moment-là, il entend, d'une part, mais il ne peut pas le penser, d'une part, qu'il est effectivement non plus celui qui voit, mais qu'il est regardé par ce regard qui vient de ce point lumineux. C'est-à-dire que le renversement est le suivant. Jusque-là, il voyait le monde comme un tableau. Au moment où il entend ce que lui dit Petit Louis, ce n'est plus lui qui voit, c'est lui qui est regardé, il est tableau. Non seulement il est dans le tableau, mais il devient tableau. Alors qu'auparavant, il était celui qui voyait le tableau. Il y a un renversement qui n'est pas un aller-retour, c'est plus compliqué, c'est pas uniquement je vois et je suis vu, là, pas de problème. On peut même se cacher, hein, dans ces cas-là. Ça, c'est la position de Sartre dont j'ai parlé, je crois, la dernière fois. C'est toute la question de la honte de celui qui regarde par le trou de la serrure et puis qui tout d'un coup découvre qu'il est vu. Alors il a honte. C'est pas de ça dont je parle. C'est quelque chose de beaucoup plus élaboré. C'est le fait qu'à ce moment-là, il est regardé, bien sûr. C'est-à-dire que ça suppose que de l'extérieur radical, un objet soudainement apparaît et que ça n'a pas été le cas pour Lacan à ce moment-là. Mais on peut imaginer qu'il aurait pu jouir du savoir qu'il rencontrait à ce moment-là. Alors qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Je ne sais pas. Mais à ce moment-là, dans ce renversement-là, je crois qu'on peut dire que apparaît ce qui était censuré quand il voyait, et que il entend quelque chose au-delà des mots qui lui sont dits, et ce qu'il n'a pas pu faire, il n'a pas pu répondre à ce qu'il a entendu. Il aurait pu répondre par un mot d'esprit, je ne sais pas lequel, parce que ça ne se commande pas, ou répondre par un rire. Par un rire, et puis surtout que celui qui lui a dit ça se met à rire aussi, parce que s'il y en a, quand on rit seul, vous savez ce que ça fait, l'effet que ça produit que c'est persécutif pour l'autre. Autrement dit, quand on rit, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Et si c'est un mot d'esprit, ou si c'est un rire qui
transmet le fait qu'il y a de l'esprit, à ce moment-là, l'autre rit. Autrement, on retombe dans ce que décrit ça, c'est-à-dire que c'est la dimension de la honte et de la culpabilité. Vous voyez que, simplement, dans cet exemple, d'une certaine façon, il y a l'enjeu de quoi? De ce qu'on appelle la vie, au sens psychique du terme. C'est-à-dire que, et il faudra, et c'est intéressant de le transmettre comme ça, parce que ça montre que c'est pas quelque chose qui va de soi, il faudra qu'un certain temps advienne. C'est pas le temps chronologique, hein, c'est pas le fait qu'il est trop jeune et puis qu'il faudra, non. Hein, c'est pour ça que je pourrais parler des enfants de CM2 ou je sais pas quoi tout à l'heure. Hein. C'est pas une histoire d'âge chronologique, c'est une histoire du rapport au savoir. Ce rapport au savoir, c'est quelque chose qui apparaît, bien sûr, d'emblée, on pourrait dire. Ce dont je parle, ça apparaît bien avant que l'autre se développe. On pourrait dire que ce qui va se développer à partir du moment où la pensée se développe, c'est-à-dire 2 ans, 3 ans, 3 ans, etc., ça va être pour censurer ce premier. Mais là aussi, il ne faut pas faire de l'ontologie, c'est-à-dire de la chronologie. Parce que si je me mets à faire de la chronologie, vous voyez d'emblée que je supprime tout le ressort du jouir qui, lui, n'obéit pas au temps ni à l'espace, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est un autre temps. C'est-à-dire que c'est un temps qui, soudainement, apparaît. Et d'ailleurs, vous savez bien que pour accéder à ce qu'on appelle la jouissance sexuelle, le moment de la jouissance sexuelle est un moment où on ne pense pas. Hein, ça s'appelle la petite mort. C'est un moment où on ne pense pas. C'est-à-dire que celui qui pense, ben, il ne va pas accéder à ce qu'on appelle la jouissance. Ça indique qu'au-delà du plaisir qui est en jeu à ce moment-là, il y a quelque chose d'insaisissable, un certain réel, qui nous dépasse. Et que, donc vous voyez que toute la question, c'est celle, parfois, à certains moments, dans notre rapport à l'autre, et ça ne s'apprend pas, ça ne s'apprend pas, puisque ce qui s'apprend, c'est ce qui se prend, ça ne se prend pas du tout, c'est quelque chose qui fait que, pour y accéder, il faut que le sujet que nous sommes, par contre, soit pris dans quelque chose. Ce que j'évoquais tout à l'heure par rapport à Lacan, dans cette expérience d'étrangeté. C'est pour autant qu'on est pris que ce savoir du jouir, du corps, nous allons en quelque sorte en faire l'expérience, et c'est un savoir qui ne peut pas, évidemment, vous l'avez compris, qui ne peut pas se capitaliser. Eh bien, c'est ça la castration symbolique. C'est que ça ne peut pas se ranger comme dans un ordinateur par une succession de choses. C'est que ça ne peut pas se penser. La castration, c'est le fait que, oui, on est loin de toutes les conneries qu'on entend habituellement. Hein. C'est pas le zizi, etc. C'est un peu le phallus symbolique, et au-delà du phallus symbolique, c'est tout l'enseignement de Lacan qui nous permet de penser ça. D'ailleurs, quand Freud aborde ça, quand même, c'est vers les années 1923. Hein. Freud est mort en 1939, et puis il est né en 54 ou 56, 1800, donc vous voyez qu'il est âgé, quand il a toute une expérience. Il faut beaucoup de temps pour arriver. Et il n'en parle pas dans les termes aussi catégoriques que ça. Quand on dit que le complexe de castration s'articule à la fonction symbolique du signifiant du nom du père, ben c'est ce que je suis en train de vous expliquer, pour le dire simplement. Hein. Donc le complexe de castration, c'est ça, c'est ce temps particulier où il y a en fait une ouverture à cette dimension de la jouissance. Et pourtant, alors voilà, on revient. Ça ne peut pas être simple, ça ne peut pas se penser. Et pourtant, l'accès à la jouissance est interdit pour celui qui parle, comme tel. Ou encore, là je cite Lacan, en 1960, dans un texte qui s'appelle Subversion du sujet et dialectique du désir, c'est le congrès de Royaumont. Et pourtant, ou encore,
elle ne peut être dite qu'entre les lignes. Voilà. Pour le sujet, du fait que, pour le sujet de la loi, du fait que la loi, grand L, la grande et grande, la loi, vous voyez que la loi finalement c'est quoi? C'est la castration. C'est pas un truc comme ça qu'on refile à quelqu'un en lui disant c'est ça la loi, ça c'est l'imaginarisation de la loi, ça. C'est celle qui est écrite dans les codes, éventuellement, qu'on fait, paraît-il, maintenant de plus en plus, enfin vous savez mieux ça que moi, les contrats. Là. Eh bien, toute cette imaginarisation, c'est pas du tout ça dont je parle, c'est le fait que la loi, c'est le fait qu'il y a autre chose que cette dimension-là que l'on peut penser, mais en même temps, il y a une, on peut dire non seulement secrète, mais intime articulation entre la loi et la jouissance. Puisque logiquement, la loi interdit l'accès à la jouissance. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver à dire quelque chose de plus eh bien, il faut introduire une autre substance, espace, et une autre substance, pensante. C'est-à-dire que ce dont j'essaie de parler, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'est pas du tout le temps chronologique, c'est qu'il peut arriver à un moment, alors là on est tout à fait dans le discours, on n'est pas dans le vécu, c'est-à-dire que ça part de l'idée qu'il n'y a pas de réalité qui ne soit pas discursive, et que ça remet en cause tout ce qu'on a appris. Il n'y a pas de réalité objective ni subjective, il y a une réalité discursive, c'est-à-dire qu'on est tous pris dans un discours, qu'on le sache ou non, on le veuille ou non. On peut très bien dire que c'est pas vrai, d'ailleurs, c'est pas le problème. C'est quand même comme ça que ça fonctionne. Et que, du fait de ce discours, il y a cette rencontre avec le réel de la jouissance, du jouir plus exactement. Et que quand ce réel du jouir apparaît entre deux êtres parlants, apparaît en même temps une certaine présence insaisissable, c'est ça le réel, qu'on pourrait appeler l'amour. C'est-à-dire que l'amour, c'est pas essayer de faire à tout prix, essayer à Saint-Valentin, faire à tout prix le tour du corps de l'autre, à tout prix, parce qu'on n'y arrivera jamais, heureusement. Et puis le pauvre autre, qu'est-ce qu'il deviendrait? Parce que c'est évidemment pas le corps de l'autre dont il s'agit, c'est le sien, c'est le narcissisme qu'on veut prendre entre ses bras. Ça n'empêche pas de le faire, c'est pas le problème. Mais l'amour, c'est effectivement quelque chose qui renvoie à ce manque à être, qui est en quelque sorte la rencontre, voyez, entre deux personnes à un moment, de deux manques. Et on pourrait dire le miracle, même si ça fait un peu fagot chrétien, ça sent un peu le fagot chrétien, le miracle dans l'affaire, c'est le fait qu'à ce moment-là, effectivement, la seule chose qui peut être échangée au niveau de ce jouir, J', c'est le fait que je peux répondre jouis, J''OUIS, au fait que quelque chose, comme dans l'exemple dont j'ai parlé, quelque chose m'a porté ailleurs. Et si c'est un miracle, c'est parce que chaque fois, chaque fois où cet exercice du savoir a lieu, c'est chaque fois la première fois. Et en même temps, c'est jamais la même chose. C'est ce qu'on appelle l'altérité. Voilà la castration. C'est ça la castration. C'est l'altérité. C'est jamais la même chose. Et c'est pour ça qu'on peut dire que ça a un rapport avec la vie. Alors, vous voyez que ça revient à dire qu'il est possible que se rencontrent la loi et la jouissance, bien qu'il est nécessaire qu'elles ne se rencontrent pas, si
ce temps particulier peut advenir, et quand il advient évidemment en dehors de la pensée. Après, on pourra le penser. Mais au moment où il advient, c'est comme la création artistique, quand elle advient, c'est pas du tout parce qu'on a pensé quelque chose. Après, on peut se dire, qu'est-ce que j'ai fait? C'est autre chose. Mais au moment où il advient, c'est en dehors de toute pensée, parce que la pensée ne peut être que la censure de ça. Et on a à se débrouiller avec tout ça, chacun d'entre nous. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus aujourd'hui.